Ah, la bonne blague. L'entrée de jeu, la caméra qui marche pas. On va régler ça. Vous allez bien? Alors, c'est pas la bonne cam, hein. Voilà. Ça me le fait de plus en plus souvent, cette histoire. Bref. Salut Good. Salut Philippe. Salut Wally. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et bon appétit à celles et ceux qui sont en train de manger. Pas de soucis. Moi, je suis en train de me cailler surtout. Je vais manger, mais je sais pas. Aujourd'hui, j'ai du mal à réchauffer la pièce. Euh, Salut, va Boston, va Boston, je ne sais pas. Bienvenue aussi. J'ai fait pas mal de petites bêtises à la fois la semaine dernière et ce week-end, mais je vais tâcher d'être mesuré dans certains de mes propos, on verra en fonction du déroulement. Et j'ai plein de choses. En plus, j'ai rajouté, je m'étais fait une conduite hier et j'ai rajouté presque le double, donc j'ai quand même du boulot derrière. Puis vous aussi, ça va pas suffire une fois mangé, il va falloir passer au dessert. Euh, on va, hop, alors on démarre avec, comme toujours, le petit lien. J'espère qu'il marche toujours, faudrait que je le check, tiens, à l'occasion. Pour nous rejoindre sur Discord, mais ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Il marche toujours. J'ai eu des soucis ces derniers temps sur d'autres serveurs Discord, je sais pas, des mises à jour qui faisaient que ça cassait un certain nombre de fonctionnalités. Donc ça, c'est le petit Discord sur lequel on papote tous et toutes. Et justement, la première chose que je vais vous partager, hop, on va y aller, c'est, hop, évidemment, je savais que j'avais laissé traîner, hop, voilà, l'iPhone de la dernière fois. C'est quelque chose, hop, que je vous partage, que Kongduno nous a partagé sur le Discord. Hop. C'est un Citymap Poster Generator, où en fait, il y a la possibilité de lui donner le nom du pays, de la ville, et avec un thème, et il va vous sortir, vous voyez, ce genre de map. Et ouais, il y a vraiment, suivant les villes et suivant les styles, ça peut vraiment rendre quelque chose. Je sais que Kong nous a montré quelques exemples qu'il avait fait lui-même. Et voilà, c'est un petit outil en Python. Je suis pas allé creuser, mais tac tac tac, create poster. OSMNX. Ah bah ça se base, je pense, sur les cartes de OpenStreetMap, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est. On va vérifier. Hop. C'est ça. OSMNX, donc c'est la librairie qui est utilisée dans le projet, qui est un package Python pour manipuler des infos et des données de OpenStreetMap. C'est pas mal, ça donne envie de. Ah bah oui, Goose et Kios, vous êtes plus au fait que moi de toutes ces tout ce domaine, que ce soit cartographie, topo et tout ça. Tiens, Goose, d'ailleurs, ça me fait marrer, j'ai pensé à toi, même si c'est pas forcément toi qui avais bossé sur le truc. J'ai utilisé une appli que tu connais bien de chez Decathlon en randonnée, c'était pas mal, ça marchait bien. Ça m'a juste mangé la batterie à peu près 10 fois plus vite que les autres applis que j'utilise d'habitude. Je pense qu'il y a un petit problème sur la version iPhone. L'appli, elle sait pas faire du polling modéré et je pense qu'elle m'a tout dézingué. Mais ça marchait très très bien. J'ai toujours une batterie avec moi en randonnée, donc non, 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 il faut que je reteste. T'inquiète pas, je remonte sur les applications quand j'ai des soucis. En tout cas, moi, ouais, ça m'a vraiment, vraiment bouffé la batterie la dernière fois. Mais je referai les tests. Salut Steph. En tout cas, c'était bien pratique. J'utilise plein d'autres applications qui sont toujours plutôt fonctionnelles, mais qui ont par exemple un gros problème de quand on éteint l'écran, quand on rallume, quand on se balade, et ben des fois elles perdent un peu le focus, elles perdent, enfin des fois ça déconne un peu. Là, ça marchait nickel. Salut Messire Conduino. On était en train de parler encore une fois un peu de toi. Hein, t'es toujours présent. On parlait du projet que tu nous as partagé de Map to Poster et on regardait que c'était une librairie Python derrière qui allait manipuler, récupérer, traiter les données de OpenStreetMap. Et ici, on a Goose et Kios qui sont un
un peu du domaine. Techniquement, ils savent de quoi ils retournent. Donc on était en train de regarder ça. Et je trouve que les rendus sont superbes. Les cartes que tu nous as passées sont vraiment super sympas. J'ai pas encore eu le temps de générer pour Lyon, Villeurbanne, faire un test. Ah ouais, parce qu'il demande d'installer tout le projet. Qu'est-ce qu'il y a en requirement? Ouais, mais il n'en a pas fait une librairie lui-même, donc ouais, faut choper le projet. J'ai vraiment plein de trucs. Si on a un peu de temps à la fin, je générerai celle de Villeurbanne, tiens. Mais je me le ferai, moi, pour le plaisir. Et je voulais justement compléter, donc ça peut t'intéresser. Oui, oui, bah oui, Aurélie, carrément. Alors c'est assez long à générer. Ben voilà, c'est ce qui m'avait semblé. C'est assez long à générer. Par contre, le fait de pouvoir manipuler OpenStreetMap, tu devrais pouvoir effectivement rajouter un petit lien qui balance sur, je sais pas, le lieu de la conf, la ville, au moins la ville, un truc comme ça, ouais, c'est possible. Mais ouais, c'est assez gourmand et ça génère des images qui sont un peu lourdes de ce que j'ai regardé, mais bon, bref. Générer des posters. Ah, mais ta boîte, elle vend des posters? Non, je parle pas des posters. Et je voulais vous partager, ça va peut-être vous intéresser aussi. Hop. J'ai vu passer ça m'a fait penser tout de suite quand j'ai vu passer ça, parce qu'on est juste d'en parler sur le Discord. Un lien sur le projet, on va cliquer dessus, tac, Stations and Transfer, qui normalement, hop, alors je sais pas, est-ce qu'ils ont, si ils ont la ville de Lyon, tac, ouais, il y a tout un, voilà, c'est sur les métros, les transports de, ah c'est marrant ça, et il vous montre la typologie. Alors est-ce que c'est exact? Ouais, ouais, cette station, c'est bien comme ça que c'est fait. Ah c'est marrant ça. Donc c'est, hop, ouais, c'est ça, c'est un certain nombre de dessins qui vous décrivent un peu les stations de métro. Tiens, si on en prend Lille, et si on prend... il y a... Ah, ça s'appelle Eurotéléport. Tac, voilà, Eurotéléport, elle est plus gratinée, oui, avec des étages. Ah ouais, je pense que ça correspond plutôt. Hein. Et si je lui remets, alors, j'imagine qu'il met tout sur Lyon, est-ce qu'il distingue Lyon? Ouais. Tac, si on prend Charpennes aussi. Ouais, elle est bien en plusieurs fois, parce qu'il y a les deux côtés. Ouais, ouais, non, non, mais c'est... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je sais pas si enfin, je sais pas si c'est fiable. Alors about this project. Ah ouais, donc ça fait c'est quelqu'un, c'est je sais pas, c'est voilà. Il a dessiné plus de 3000 stations de métro. D'accord. Il essaye de récupérer des informations quand il n'a pas pu aller sur les différentes. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, il y a beaucoup. Ouais, 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 c'est rigolo ça. Il y a beaucoup plus d'infos que ce que j'avais vu au premier abord. Ah, Châtelet. Ah, tu m'étonnes. Avec les différents corridors et tout. Ah ouais. Ah bah voilà. Nation à Paris aussi. Avec ses étages et ses. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Voilà. Donc c'était ce deuxième projet dont je voulais vous parler parce que ça me faisait bien penser à ce qu'on avait discuté avec cette histoire de cartes de certaines villes, mais vous voyez, c'est encore un objectif un peu différent, je trouve ça vachement bien. Mais bref, c'est pas ça que j'ai passé le week-end et l'heure des fils, je voulais vous montrer. Hops. Et je sais pas si je vous l'avais pas déjà montré, j'ai un vieux doute. Et comme j'ai fait ça au lieu de continuer sur mon projet de site web pour calme avec de l'indexation, bah j'ai beau chercher à la mimine ou avec l'indexation de YouTube même, a priori j'en avais pas parlé. C'est le projet Firefly Zero, mais je suis à peu près sûr qu'on en a causé au moins dans le Discord. En fait,
Je suis tombé dessus quand je le cherchais à l'époque parce que c'est un projet qui veut construire une vraie petite console portable sur laquelle il y a un SDK, on peut développer. Et en fait, dans l'ordre de ce qu'ils sont en train de faire, pendant qu'ils sont en train d'élaborer la partie électronique, on va dire, ils ont bossé sur la partie logicielle et ils commencent à essayer d'avoir un peu c'est normal, d'attraction, d'intérêt pour leur projet. Et ils ont un émulateur qui est déjà fonctionnel. Ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'était la palette qu'ils avaient décidé d'adresser, puisque peut-être que là sur la page ils annoncent un certain nombre de choses en termes de langage qui vont être supportés, mais toc. En tout cas, si je pars sur voilà, alors pas installation, mais alors installation c'est très simple, hein, vous installez, c'est une petite CLI qui va lancer ensuite le produit, mais il y a d'ores et déjà aujourd'hui le support pour pas mal de langages, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé Rust. Moi, ce que j'ai regardé, et puis je vais essayer de vous montrer un truc, c'était avec du Go, j'ai vu qu'il y avait le C, le C++, il y a Zig, il y a Moonbeat, Assembly Script, et là c'est pas indiqué, mais ça apparaît en dessous. Il y a un autre langage qui est utilisé par un autre système comme ça de simplification de programmation de jeu qui s'appelle Bitsy, et c'est compatible avec tout ça. Pour l'instant, hop, si on va ici, est-ce que... attendez, est-ce qu'il y a une partie, voilà, la partie blog. Hop. Donc voilà, ils ont commencé à faire des petites choses, mais ça date, hein, les petits posts là, il y en a qui dataient de... Ils n'ont pas mis à jour, pourtant ils ont plus d'actualité, je vois que c'est 2024, mais c'est pas correct, tout ça, ça le fait pas. Donc j'avais vu passer ça, je pense, hein. C'est ça que j'avais vu passer il y a un peu plus d'un an. Où ils avaient fait un Call for Games pour déjà attirer un peu du monde. Et il se trouve que là c'était le hasard, je me suis réintéressé à tout ça et ils avaient le lien est sur la doc, sur la première page. Si le projet vous intéresse, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller sur leur Discord qui est super actif. Ils sont surmotivés, c'est vraiment super sympa. Et ce week-end avait lieu une game jam, mais genre, moi j'ai regardé le projet, c'était dimanche, il devait être 16h, 16h30. Et je dis bah non, il me dit ouais vas-y, on n'a pas besoin d'avoir des choses compliquées. Enfin, je comprends qu'il a envie de montrer qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés au projet, mais je n'allais pas développer quoi que ce soit en une heure ou deux. Mais c'était très dynamique et ils sont en train de publier sur le Discord. Je peux peut-être checker d'ailleurs à la volée. Qu'est-ce qu'ils ont publié? Ouais, ils vont publier la suite. En tout cas, ouais, c'est pas encore fait. Ta. Je reproche juste au créateur de Firefly d'avoir un alias sur Discord, c'est arrobase, point d'exclamation, guillemets, or one égale one, tiré, un tag HTMLB, Graham, ça doit être son prénom, mais écrit encore avec des caractères d'une police bizarre, plein de symboles étranges, c'est impossible. Mais ouais, je vois qu'il y a un ou deux jeux, mais je pense qu'ils sont en train de faire une page de résumé. Je vous mettrai, de toute façon on discutera sûrement sur le Discord, je vous mettrai le lien pour les autres jeux, mais je vais vous montrer si ça veut bien tourner. Je sais plus ce que j'ai là, de toute façon, c'est pas... Ça c'est pour la suite de ce que je voulais vous montrer, pas tout à la fois. Hop. C'est pas très important que vous voyez vraiment à fond dans le zoom. Donc j'ai installé l'émulateur et puis après il y a une instruction avec la CLI qui permet en fait en gros d'importer le jeu tel qu'il est. Alors il y a une façon de le packager, de le publier par exemple sur GitHub, où eux ils ont aussi un site catalogue qui permet de récupérer ces différents projets. J'en ai récupéré quelques-uns pour vous les montrer. Hop. Alors là c'est un classique. Voilà. Alors je suis pas sûr de piger
dans ce que j'ai regardé, dans le petit bout de code que j'ai commencé à faire, oui, par exemple, je suis pas revenu. Donc le snake, c'est un snake, mais un peu spécial, bref. Les commandes sont faites pour cette petite console. L'émulateur, ça je n'ai pas testé encore, est censé supporter un joystick. Donc il faut que je m'en connecte un et puis je verrai comment ça fonctionne. Là je utilisais le clavier, ce qui est pas idéal, en sachant que visiblement il planifie que... Et d'ailleurs je comprends pas, je crois que j'avais la page sous les yeux l'autre jour sur le petit device tel qu'il le prévoit. Il y a une zone de touchpad, j'ai l'impression, en guise de joystick. Alors je sais pas ce que ça va donner. Ah, je pensais qu'il y avait... Et donc c'est ça, je vois qu'il y a marqué Graham, c'est bien lui. Et ils en sont à la phase d'avoir un petit prototype physique. Ah si, il y a un hardware GitHub. Je sais pas ce qu'il y a... Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, pour l'instant ça doit pas être publié, je pense. Ça sera là à terme, je pense. Ah, j'étais pas allé voir, il y a peut-être des... Il y a pas encore de Firefly pour l'instant. Donc ça va être quelque part là-dedans. Peu importe. C'est à suivre. Hop. Ah, je pensais qu'il y avait plus de détails sur ce qu'ils envisageaient comme device. Alors c'était probablement... Mais je trouve qu'il y a peu de choses sur le blog, j'avais vu beaucoup plus de choses. Ou sur les réseaux sociaux. Mais on y reviendra quand ils auront, évidemment, je vous parlerai de... Quand la phase avec un petit proto électronique arrivera, évidemment qu'on va en parler sur le Discord, c'est bien le genre de projet qu'on aime. Et est-ce que j'avais d'autres liens? Alors on y allait sur le GitHub. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, alors je vais juste vous montrer ce qu'il y a dans la doc là-dessus. Il vous montre, bon, je suis reparti sur Go, il vous rappelle qu'il faut installer Go et TinyGo, qui n'était pas sur ma nouvelle machine, sachez-le, j'avais pas refait de Go. Et voilà, pour créer un projet, il y a la commande new de la CLI et il y a un certain nombre de paramètres. Visiblement, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans le paramétrage qui atterrissent, vous allez voir, dans un petit fichier qui sert à décrire le projet, mais on peut tout modifier, donc y compris, je pense, après coup, le langage si on désire le changer. C'est un petit fichier TOML qui décrit le projet, et quand tout est prêt, vous faites un build, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que ça apparaît dans l'émulator, et ensuite vous faites vous relancer ah bah il y a même un alias, je suis bête, moi je lance la CLI, bah bref. Et après pour le distribuer, ben vous packagez ça dans un zip, il y a un petit outil qui permet juste de mettre ce qu'il faut dans le zip, au format qui leur convient, et bah, vous pouvez soit l'importer en local, soit le publier quelque part, puisque l'import supporte des liens HTTP, donc ça peut y être n'importe où. Et il a trouvé marrant il a combiné, il a fait un petit outil qui permet de combiner les styles de jeu, donc voilà. Et votre prochain jeu, essayez de combiner des explosions épiques et du crafting. Euh, voilà, de l'aurore et un minesweeper. Ah, Realistic Physics et mini-golf, enfin bref. Et évidemment, ce genre de petit projet, bah, ça rappelle Pico 8 et un tas d'autres projets de ce type-là, donc il me donne une liste. Et sinon, il y a le fameux catalogue où il y a quelques petits tests, hein. Notamment pas mal de portages je vous ai parlé de ce langage plateforme, je sais pas comment on peut qualifier Bitsy, qui a publié un certain nombre de projets, voilà, vous avez très peu d'utilisateurs aujourd'hui dans le catalogue, justement. Alors vous avez Dead Program, ceux qui connaissent un peu le monde TinyGo savent qui s'est intéressé à la chose, notamment un petit explorateur de donjons basé sur son petit framework TinyRog, et puis un Flappy Gopher qu'il a fait aussi. Voilà, donc vous pouvez évidemment, ces projets-là ont des détails, des explications, mais surtout on a l'accès, pour la plupart, je ne sais pas si c'est systématique, mais on a accès généralement au code source. Donc voilà. Si je retourne là-dedans, donc c'est pas exactement le code, je vais grossir, pas tant. Voilà. C'est pas exactement le code du Hello World, mais je l'ai à peine modifié. J'ai changé au début, c'est un petit triangle qui apparaît sur votre écran. Et là, moi, j'en ai fait un petit rectangle que j'ai rendu plus petit. Et donc, il y a un système comme beaucoup de frameworks de ce type-là où vous avez
un update de l'état, une fonction d'update dans lequel vous allez faire le contrôle du joystick, ce genre de truc, et puis un render qui va faire le rendering à l'écran de ce que vous avez besoin d'afficher. Et là, en plus du Hello World, j'ai rajouté une petite gestion. Donc, ce qu'ils appellent le pad, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous saisissez un Firefly pad qui est normalement un touchpad, mais c'est déjà prévu, il a des zones, et donc ils ont déjà prévu que vous puissiez le manipuler comme un D-pad, c'est-à-dire un pad, une croix directionnelle. Alors, vous avez le choix, j'aurais pu mettre 4 d'ailleurs, parce que soit une croix gauche-droite au bas, soit vous avez les 8 directions. Voilà, et puis après, juste je modifie la position, vous voyez, il n'y a pas non plus un code source de Dingo. Et si je retourne dans le terminal et que je relance, alors bien je vais le faire, j'ai vu qu'il y avait un autre raccourci, non mais il l'a pas, hein. C'est un raccourci qu'il a dû se faire lui, qui n'y est pas. J'irai regarder dans la doc s'il y a un souci ou pas. Donc là c'est mon petit Hello World, et donc c'est bien le carré, donc le petit que c'est d'origine, et puis juste voilà, un simple déplacement basique. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Ça a un autre avantage, c'est que pour ceux qui cherchent à faire fonctionner leurs neurones, je vous garantis qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de modèle aujourd'hui qui est capable de faire de l'assistance de code là-dessus, donc c'est à la mimine, hein, donc ça demande de se remuer les neurones. Bon, en vrai, il y a moyen d'injecter ce qu'il faut dans un contexte pour qu'il puisse vous aider, mais moi j'ai trouvé ça vraiment super bien. Euh, et puis on va voir comment ça tourne, parce que c'est pas le premier projet que je suis qui est censé accompagner soit le monde de l'éducation, soit l'apprentissage, et puis ça se complexifie trop vite, ou enfin c'est pas toujours adapté au final, mais là ils avancent, ils suivent leur bonhomme de chemin. J'ai hâte qu'ils montrent un petit peu les protos physiques qu'ils vont produire. Et puis voilà, on va sûrement s'amuser avec tout ça dans la commu, ça serait bien étonnant. Pour rester un petit peu dans la même thématique, alors j'ai pas eu le temps du tout de jouer avec, mais j'ai vu passer ce lien. Je pense que c'était sur Mastodon. Je pense que c'est son nom, Kushaldas, qui parle d'un projet qui s'appelle Ectupi, que je le vais. Non, c'est pas. Bon, vous récupérez le lien depuis l'article. Je vous ai pas mis le lien direct du projet, c'est le lien qui est ici, hein. Je vais grossir un peu mais. Et en fait, avec sa fille qui a 11 ans, qui passait beaucoup de temps sur Scratch à faire plein de choses très jolies, mais et ben, comme beaucoup de jeunes, et j'ai envie de dire particulièrement de jeunes filles, elle était convaincue qu'elle n'était pas une développeuse parce que elle faisait que déplacer des blocs. Si elle savait le produit sur lequel je travaille, il y a quand même beaucoup cette notion de déplacer des blocs. Et ça reste un outil professionnel très utile et pas donné en plus. Donc, et là, Ectupi, bah, il a décidé de lui développer ça. C'est une espèce de lien. Alors, c'est pas avec les blocs à l'aide du bloc, c'est une autre façon de se faire un petit environnement dans le browser qui vous permet de coder du Python. En fait, ça tire parti de PyScript, on en a parlé plusieurs fois dans Calm, qui est une possibilité d'avoir un interpréteur Python dans votre browser grâce à WebAssembly, et il y a aussi des outils de chez Astral qui sont dorénavant compatibles dans ce mode-là aussi. Tout exécute dans le navigateur, donc c'est pas mal, ça évite les setups et tout ça. Vous voyez, on peut faire pas mal de petits trucs visiblement, un petit pong, des choses comme ça. Et voilà, il y a toujours les mêmes petits coupables derrière tout ça. Visiblement, il a beaucoup discuté avec Nicolas, et voilà, c'est Entol, c'est monsieur Nicolas Tollarvé, le papa de Mu Editor et de bien d'autres choses chez Anaconda. Et je voulais vous partager cette petite découverte. Alors, il y a plein de... Voilà, l'article est sympa, il explique un petit peu tout. Et si je vous montre la page de Ectupi, voilà, ça, cette tête-là, c'est joli comme tout, c'est une bêta pour l'instant. Je sais pas si on est obligé de s'enregistrer, non, voilà, on peut démarrer. Donc voilà, est-ce que je peux zoomer la partie texte? Oui, voilà.
D'accord. Voilà. C'est là où on revient à la partie qui ressemble un peu à Scratch et je trouve ça très malin. Vous avez l'onglet code, vous avez l'onglet où il y a déjà des sprites et où vous pouvez, j'imagine, en rajouter, et où il y a des sons, donc comme ça vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et donc là, si je regarde rapidement, donc il doit avoir des... à voir avec la... Il y a toute une partie tutoriel, hein, mais il y a un objet stage qui doit représenter votre jeu, je pense, ou votre niveau de jeu. Vous avez un sprite qui va piocher dans la liste des sprites, je suppose. Et on va l'afficher avec un petit texte. On va faire un petit run. Ouais, trop bien, hein, franchement. Et si je clique sur la partie tuto, voilà, il donne quelques explications, les imports nécessaires. Stage, ça définit le canvas, donc il travaille sur un canvas de 960 par 720 pixels, très bien. Petite explication rapide de ce qu'il entend par un sprite. Et onStart, c'est un petit décorateur, c'est là où ça se passe pour votre programme. Ah ouais, mais ça vous explique, vous avez vu peut-être sur la partie gauche, ça se met sur la zone qu'il est en train d'expliquer, donc là il explique stage, là il explique le background, le fait que ce soit des couleurs, que c'est des valeurs RGB, après le sprite, ah non c'est vachement bien fait, hein. Finish, non c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Ah il y a plein de petits exemples, oh c'est trop bien. Oh bah ça, je pense que ça va aller dans le prochain atelier Mixtin, ça. Il y a des chances. Un petit follow the mouse. Hop. Oh là 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 là, comme c'est mimi. Voilà, on fait apparaître un petit chat. La queue, elle change de côté suivant sa direction gauche-droite, je suppose. Les yeux vont dans la direction de la souris aussi un peu. Oh là là. C'est trop mignon. Voilà, avec... est-ce qu'il y a la partie tutoriel sur tous ces exemples ou pas? Peut-être pas. Si. Où il repère les... Ah si, si, si. Ah non, non, mais... Franchement, bon, alors, tout en anglais peut-être, mais franchement, chapeau, hein. Alors, à moins que dans les settings, je peux... Ah oui, on peut faire du type checking, on peut mettre en route le language server. Ok. Déjà, même monolangue, c'est déjà un super boulot. Et il y a une doc. Ben, j'ai envie de dire, voilà, c'était ma petite surprise du jour. Je voulais vous en parler parce que j'avais le lien, mais je pensais pas que ça mettrait autant de baume à mon petit cœur. Bah top. J'ai envie de dire top, c'est top. Et sur ce, je voulais terminer avec quelque chose de très important. Voilà. Vous avez peut-être, si vous me suivez ou si vous suivez Monsieur Philippe Charrière, Monsieur Kigorg, il a ravivé la flamme du langage Golo avec son implémentation d'un interpréteur Golo qu'il a appelé GoloScript, qu'il a écrit en Go. Et bah moi j'aime bien parce que j'ai toujours eu une petite affection pour le langage Golo, comment il est né, la petite communauté autour. Moi ça signifie beaucoup de choses pour moi. Et bah, de voir qu'il s'est relancé là-dedans, bah, je trouve ça super sympa si vous le suivez. J'ai pas regardé s'il était déjà... Oui, tu es là aujourd'hui Philippe, ou alors tu es peut-être reparti, je ne sais pas. En tout cas, il y a de quoi démarrer pour ben, avoir ces petits scripts GoloScript. Et bah ça, c'est rafraîchissant. Alors, euh, je ne me permettrai pas de jouer dans la cour de Monsieur Philippe et de ses vannes aujourd'hui sur Blue Sky, mais il paraît que ça serait Scala en mieux, mais avec des petits bouts de fonctionnels. Enfin, il a des choses un peu bizarres en tête, ce garçon. Voilà, c'est ce genre de syntaxe, et je ne faisais pas l'émission Calme à l'époque. Donc je pense que ce soit Golo ou GoloScript, ça mériterait que je fasse une petite émission dédiée à quelques exemples et quelques petites choses comme ça. Euh, Évidemment, ceux qui connaissent Philippe sachent qu'ils savent qu'il ne s'est pas arrêté à quelque chose
entre guillemets, d'aussi simple qu'un simple interpréteur Golo. Il y a une possibilité de voilà d'utiliser du Wasm. Scala sans type, ah ouais, il y avait une histoire autour du typage, c'est ça, ouais. Et aussi, eh ben de quoi manipuler une partie. Alors c'est la partie OpenAI, je crois que tu as intégré, si je dis pas de bêtises. Donc là, ce que vous voyez là, c'est quelque chose que j'ai utilisé un petit peu ce week-end, puisqu'il m'a pas laissé le choix, ce vilain garçon. Si vous faites tourner des modèles en local, on en avait déjà parlé quand je vous avais montré Lab Studio. Mais honnêtement, voilà, maintenant que je commence à avoir un peu, depuis hier, j'ai appris plein de trucs. Docker avec son model runner, si vous avez Docker sur la machine, c'est quand même super facile et super simple à utiliser, donc ça mériterait. Et donc voilà comment en GoLoScript vous allez définir un client OpenAI, lui passer votre paramètre système, votre paramètre user, et vous allez pouvoir faire, comme d'habitude, un petit appel avec la complétion et tout ça. Voilà. Bien sûr qu'il s'était obligé. Et à la voilà, Release 001, bientôt là, avec MCP et d'autres trucs. Donc si vous aimez les projets qui bougent vite et fort et tous les jours, je vous invite à suivre ce projet. Je pense que vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de raison. Le dernier point. Ah, je vais y arriver. Ça manque de point-virgule quand même. Ah, écoute, il y a quand même, il y a quand même de l'indentation par tabulation, donc je peux pas lui en vouloir. Ah, c'est un petit côté sympa en fait ce GoLoScript. Ah bah en JS, ouais, je me doute que tu t'embêtes pas à les mettre. Donc suivez ce projet. Et le dernier point, hop, que je vais vous partager. Hop. Alors je vais pas aller sur la vidéo parce que c'est toujours pareil, tant que j'ai pas de solution pour pas vous envoyer les pubs, hop, de YouTube. C'est une vidéo de l'ami permacodeur où il reprend. Alors j'ai pas eu le temps. C'est quand je vous dis que c'est tout frais, c'est merci Gouze, c'est lui qui m'a passé le lien tout à l'heure. On a discuté rapidement de tout ce qui était assistant de code et tout. Vraiment, ça mérite que je fasse une émission complète sur le sujet, je pense. Mais là où je pense que Permacodeur avait raison, il fait des live Twitch. Je sais pas quel est son rythme, si c'est une fois par semaine ou plusieurs. Je m'en excuse, j'ai pas vérifié. Et là, voilà, il partait d'un article de Yoann Dev sur le bon dev, le mauvais dev, et il commente à sa façon. Et ça tourne très très vite autour de l'usage de ces assistants de code. Quasi tous les soirs, ah ouais, c'est ça Twitch là, c'est pas moi. Je suis qu'un amateur. Donc je n'ai pas tout regardé, mais il y a quand même un truc de sûr, c'est que le début que j'ai regardé me parle, dans le sens où c'est même pas un problème de parler d'IA ou pas d'IA, mais dans notre univers de réseaux sociaux polarisés blanc-noir, oui non, le fait que dès le début, il donne... je trouve qu'il a une bonne... je sais pas quel est le domaine, en tout cas il a une bonne culture, et j'aime bien son choix d'usage des bons mots en français. Et voilà, il explique que, en fait... tout n'est pas booléen, il y a que les booléens qui soient booléens. On n'a pas une dichotomie absolue sur tous les sujets, c'est forcément, il appelle ça un spectre, et effectivement, il a raison. Et si on prend le sujet des IA, des assistants IA dans le monde du développement, c'est pas il faut être à fond pour et fermer les yeux sur tout, et de l'autre côté, les gens qui sont complètement contre et qui voudront jamais l'utiliser. Je pense que il y a un spectre qui est vaste. Et encore une fois, j'ai dû regarder les 5 ou 10 premières minutes, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Mais je me retrouve bien dans la position qui est de dire c'est intéressant. Je pense qu'il faut pas le laisser de côté pour plein de raisons. J'irai voir si ces raisons sont compatibles avec les miennes ou pas. Mais voilà, il faut pas. C'est un tel enjeu, c'est une technologie en soi qui est pas problématique. C'est l'usage qui en est fait qui peut être problématique, qui a un impact aujourd'hui de toute façon sur la planète, que ce soit écologiquement, économiquement, et c'est peut-être là qu'il faut le plus discuter, même au niveau de la société.
Mais pour la peine, il faut, je pense, ne pas rejeter en bloc et essayer d'avoir suffisamment l'esprit critique pour se dire qu'il y a des choses peut-être à en prendre, de pas tout prendre. Je sais que là, j'ai coupé au moment où il commençait à parler du fait qu'il faut pas être comme la caricature de celui qui est à fond pour et qui dit ouais, l'éthique, on verra, c'est vachement bien ce que ça permet de faire. Bon, par exemple, il faut quand même se poser des questions d'éthique, même si ça permet d'aller vite. Est-ce que c'est bien, comme aujourd'hui, de balancer à la rue des millions de personnes? Je vois pas l'intérêt de faire, on en a déjà parlé dans cette émission, de faire avancer la science et la technologie si c'est pour que ça bénéficie à des gens qui sont visiblement c'est même plus le mode Picsou, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de quoi s'acheter plusieurs fois la planète et la refaire exploser plusieurs fois. Et je vois pas dans une vie, y compris la vie de leurs descendants sur plusieurs générations, ce que ça va leur apporter d'amasser encore plus d'argent. Ça me rend fou, en fait, ce sujet-là. Parce que la technologie pourrait être bonne et apporter beaucoup de choses et alléger le travail de tout le monde, au lieu de concentrer de l'argent encore plus dans plus de mains. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut quand même y aller un peu et il faut s'y intéresser. Si vous êtes développeuse ou développeur, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument l'utiliser, c'est pas du tout ça, mais il faut aller voir pour savoir si ça vous correspond, pour savoir comment ça marche. Et quand je dis comment ça marche, et c'est là où moi, alors toujours pareil, je sais pas ce qu'il y a dans la suite de la vidéo, mais je pense qu'il l'évoque à un moment donné. Moi, j'aimerais bien faire un sujet là-dessus. Et de toute façon, je vais écrire un article parce que j'y ai passé un peu mes soirées. Il y a des outils qui se rajoutent. L'assistant de code, c'est juste la surface. C'est une espèce de, on va dire, comme on a toujours eu de l'autocomplétion dans des IDE qui vous accompagnent. C'est plus évidemment, hein, ça va plus loin, mais c'est pas là où il y a le plus d'impact, je trouve. C'est dans tous ces agents qui vont vous accompagner pour plein de tâches, pour aller beaucoup plus loin. Et ce que je n'aime pas en ce moment, et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que je vous fasse un petit retour, c'est trop facile. Alors on parlait des réseaux sociaux polarisés, mais on a aussi cette espèce de phénomène. J'ai même plus envie de dire influenceur. Je pense que je vais aller voir je suis pas le plus grand fan de Pierre Ninet, mais je pense il sort un film qui s'appelle Gourou, qui est exactement autour de ça. Alors c'est sur les coachs de vie, mais c'est la même chose pour ce qu'on a appelé des influenceurs. Mais il y a des gens qui ont trop d'audience aujourd'hui et qui font des vidéos ou des articles en disant waouh, j'ai balancé mon cloud, j'ai mis l'extension et le plugin BMAD, donc moi je l'ai installé et je l'ai essayé, donc je peux en causer si vous voulez, mais et c'est génial, j'ai fait tout mon brainstorming avec, ça m'a décrit exactement le produit que je dois faire, j'ai un planning, j'ai des épiques, ça m'a développé le code. Alors c'est comme le reste, vous avez intérêt à avoir méchamment l'œil sur ce que ça produit. Sinon ça fera n'importe quoi. C'est très efficace dans certains cas. Le brainstorming, moi, m'a beaucoup plu dans BMAD. Par contre, le premier truc que j'ai à dire sur absolument tous ces sujets-là, c'est attention à votre portefeuille. Et tous ces gens-là vous disent que c'est merveilleux parce que eux, si vous regardez chez Claude, il y a le tiers gratuit, il y a un abonnement, c'est ce que j'ai en ce moment, qui doit coûter 18 € par mois. Après, ils vous annoncent le mode max qui est à partir de 100 €. C'est ça que j'ai découvert. C'est-à-dire que vous mettez 100 € et vous avez un système de débordement où vous pouvez rajouter beaucoup plus. Et ben, sachez que tous ces gens qui mettent en avant le monde merveilleux de BMAD ont à minima cet abonnement à 100 € par mois et dans le cas de certaines vidéos, je pense que c'était largement autour de 250 ou 300 € de dépensés par mois pour ce genre de délire. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai eu passé là tout ce temps là-dessus, c'est que j'ai quelque chose de... C'est là en l'occurrence ça s'est bien passé. J'ai redressé 3-4 trucs, mais c'était pas, j'en ai fait plusieurs projets là-dessus et le plus gros c'était pas le pire en fait. Techniquement ça fonctionne en fait, sauf que je me suis rendu compte que j'avais l'impression de regarder l'application de quelqu'un d'autre, le code de quelqu'un d'autre, et de ne pas être aussi imprégné qu'un projet que j'aurais réalisé moi vraiment de A à Z. C'est-à-dire que j'ai perdu un peu la ficelle en cours de route et j'aurais du mal, une fois que ça a été réalisé, que j'ai quand même suivi tout ce qui s'est passé, j'ai fixé du code au passage,
J'ai été beaucoup trop consommateur et à la limite, c'est l'agent qui a fini par m'utiliser moi pour les compétences qui lui manquaient. Et j'ai plus l'impression que ce soit mon projet et que je sois capable de l'expliquer de A à Z concrètement vraiment. Ce qui est super gênant quand je fais beaucoup de projets qui sont censés aboutir sur des articles ou des talks, c'est quand même embêtant que je sois pas capable de les expliquer. Donc je trouve que ça va trop loin, ça coûte beaucoup trop cher. Je pense que ça coûte beaucoup trop cher, à juste titre, on en revient au point que j'évoquais tout à l'heure, parce que tout ça, ça coûte du token, ça coûte du data center, ça coûte de la planète. Donc il y a un équilibre à trouver, et il n'est pas dans aller jusqu'à l'extrême de tous ces trucs-là. Là, c'est encore trop tôt, mais j'ai attaqué d'autres expérimentations avec des choses beaucoup moindres en termes de surface et d'exploitation de tokens. Et surtout, bah, grâce à Philippe, là, dimanche, qui m'a aidé à me dépatouiller, je vous avais montré quand j'ai installé mon Mac Mini, là, mon M4 Pro, ça, c'est quand même capable en local de faire vraiment tourner des modèles déjà vraiment bien. Et là, ben, j'ai pu, alors pas suffisamment longtemps, j'ai dû faire 1 heure et demie de code avec, j'ai pu utiliser un modèle Qwen 3 pour le code, qui est bon, techniquement peut-être un peu moins bon que ce soit. Alors pour moi, mes deux préférés actuellement, c'est Claude et Gemini. Je trouve que c'est les deux qui sont vraiment performants dans ce qu'ils proposent quand même globalement. Là, Qwen 3, je sens que c'est un tout petit peu en dessous, mais ça tournait en local. J'aime bien le côté, parce qu'on parle des LLM dans ces cas-là, mais n'oubliez jamais que les Claude Code, les Gemini CLI, les codex chez OpenAI, c'est ça, c'est codex. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et est-ce qu'il y a un truc chez AWS? Je sais pas. Bref, cet outil que vous avez dans le, alors soit en mode desktop, soit en mode TUI, éventuellement dans VS Code, ne se contente pas de faire des appels au modèle qui est derrière. Il y a une logique. Ça fera l'objet en partie de mon prochain talk que je ferai à Tourentech d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a l'usage qu'on fait de ces LLM qui apporte quelque chose, mais je pense qu'il y a encore une grande part qui est de l'architecture et du contrôle logiciel autour de tous ces appels pour en faire quelque chose de pérenne, de stable et de fonctionnel. Et bien, ces outils, Cloud Code et compagnie, font ce boulot-là en fait. Tous ces outils vous apportent beaucoup plus que juste le modèle. Et donc là, je suis en train d'utiliser OpenCode par exemple, parce que open source, parce que pourquoi pas. Il y a pas, j'ai pas retrouvé toutes les fonctionnalités. Pour la peine, en un très loin devant en termes du pur outillage, c'est Cloud Code que je trouve le plus sympa. Gemini en 2. J'ai pas encore utilisé Codex, donc je ne me prononcerai pas. Et OpenCode est juste en dessous de Gemini CLI en fait. Et ouais, ça vous accompagne en fait. C'est ça qui va structurer, il va vous aider à savoir un petit peu ce que vous allez faire ensuite. Mais, l'idée c'est de faire tourner ça le plus en local possible pour réduire un peu cet impact extérieur, tant que c'est possible. Ensuite, de reprendre un peu le contrôle et la main sur tout ce qui se passe. Il n'y a aucune de ces fameuses personnes qui font des articles et des vidéos en faisant des projets gigantesques qu'ils ont développés en 3 jours ou je ne sais quoi. Ouais, mais c'était hier. Pour moi, un logiciel pérenne, on en parle dans 1, 5, 10 ans, et on voit la gueule que ça a, comment ça a été maintenu, est-ce que ça a survécu. Là, on pourra discuter, là. Parce que pour l'instant, et en bien ou en mal, hein, ça se trouve, c'est vrai, hein. Ça, j'ai pas su utiliser BMAD parce que je l'ai pas utilisé assez longtemps, ça fait que 15 jours, donc c'est pas non plus, hein. Pas sûr qu'ils aient passé beaucoup de temps non plus, très honnêtement, mais admettons qu'ils soient beaucoup plus forts que moi, ce sont des grands génies. Bah oui, mais leur logiciel, il a quoi? 2 jours, une semaine, 15 jours? On en reparlera. On en reparlera quand tout ça sera stable. Il y aura probablement des processus qui auront émergé. C'est toujours pareil. On a l'impression de redécouvrir les 50 ans d'informatique, mais le développement, c'est une phase, mais encore là, ça commence à se mettre un peu tout ce qui est architecture, mais le déploiement, comment est-ce qu'il va être contrôlé? Est-ce que ça va être assisté également de la même façon ou pas? Enfin, c'est beaucoup plus vaste que juste ça. Puis vous travaillez pas tout seul dans votre coin, c'est pas vrai. Ces outils prétendent remplacer une équipe complète, c'est faux, c'est archi faux. Et ça peut vous aider à structurer. Comme je vous disais, la partie brainstorming, elle déroule des méthodes qui existent, hein, des méthodes de brainstorming qui sont quasi algorithmiques en fait. Et j'ai trouvé que ça accompagnait très très bien. C'est-à-dire que ça m'a permis
Alors pas sur ces projets-là, mais justement pour le site web, ça m'a permis de me reposer plein de questions, des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Si j'avais vraiment fait tout de A à Z, j'aurais pas pensé à tout ça, je pense. Donc voilà, j'ai réussi à en parler sans trop m'agacer, j'espère, parce que voilà, ça fait partie de tous ces sujets qui sortent bien plus loin que le spectre unique de notre domaine technique. Mais il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a notre mot à dire parce qu'on est au cœur de ces évolutions et c'est aussi à nous de dire en tant que citoyen de cette belle planète où est-ce qu'on veut que ça aille et où est-ce qu'on ne veut pas que ça aille. Et encore une fois, c'est pas blanc et noir uniquement, hein, il y a tout un spectre et c'est à nous de construire ce spectre pour rendre ça à la fois toujours utile. Moi, c'est ce que j'essaye de faire même dans le cadre de mon boulot. Je pense que je travaille avec des gens qui sont dans cette optique-là, donc ça me va bien. Sinon, je serais pas dans cette boîte non plus. Mais il y a un usage à avoir dans plein de domaines, mais pas dans tous. Il y a un cadrage à faire qui n'est pas fait aujourd'hui. Et tout ça, on est acteur de tout ça. Faut pas être consommateur de tout ça pur et dur, sinon ça pourra que mal tourner. Oui. Alors, ce que tu dis, Aurélie, est totalement vrai. Ça a déjà émergé plusieurs fois. Je crois que c'est le mainteneur de. Est-ce que c'est Curl? Je crois que c'est Curl. Enfin, bref. Il y a beaucoup de responsables de projets open source qui se plaignent de la masse de pull requests ou de signalements qu'ils ont, de gens qui se posent zéro question, qui balancent ça dans un module, qui vérifient rien, qui vous balancent des issues, qui vous balancent un tas de problèmes ou des pull requests sans rien respecter. Et tu vois là, ce que tu dis, je le comprends, Aurélie. Je suis bien d'accord, mais d'abord te connaissant un peu, ça ne m'étonne pas. Tu prends le temps d'aller expliquer à la personne que ton repository marche pas comme ça, qu'il faut faire comme si, il faut. Et après, cette personne, elle va réutiliser éventuellement dans de l'IA et ça t'a fait perdre beaucoup de temps et tu as raison. Mais est-ce que c'est pas de la pédagogie à faire? C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer comment marche le repo, t'as forcément détecté que c'était quelque chose qui t'avait été poussé par quelqu'un qui avait fait que de l'IA. Bah, tu lui fais un commentaire gentiment en disant, bah écoute, moi je suis bénévole sur ce projet, c'est de l'open source d'accord, mais ça veut pas dire que toi, parce que t'as décidé d'utiliser, je te dis même pas que t'as beaucoup d'argent, parce que on a parfois avec des abonnements simples, Gemini est pas très cher, Gemini en ce moment c'est abordable pour un développeur, même en hobby. Mais de là à pousser des pull requests ou des issues sans se questionner sur ce qu'on est en train de balancer dans les pattes de quelqu'un, je trouve que c'est intellectuellement malhonnête, si ce n'est malhonnête tout court, et donc je pense que quand tu gères un projet, il faut aussi, je pense, si on souhaite s'impliquer comme tu viens de le faire, de lui expliquer réellement ce qu'il avait besoin et le fonctionnement, d'abord de commencer par lui dire bah t'es gentil mais peut-être que t'as abusé avec l'IA et peut-être que tu peux prendre 5 minutes pour lire ce que tu m'as poussé et tu verras que c'est pas possible. Il y a tout dans le repository, je connais des repositories Aurélie, il y a généralement un contributing guide clair, une doc, donc il n'y a pas de raison. Faut pas hésiter, je pense que c'est une timidité mal placée qu'on a tous et toutes. Si on sent que quelqu'un est en train d'abuser de nous, il faut leur dire. Et l'IA ne fait qu'accélérer ce phénomène qui existe même sans ça, malheureusement. Voilà, voilà. Bah, c'est pas tout ça, mais je vais tout juste avoir le temps d'aller chercher un café, moi, avant de reprendre le boulot. J'espère que vous avez passé un bon moment en ce lundi, ouais, très gris aussi sur Lyon. Je sais qu'on fait des points météo sur le Discord, j'aime bien. Salut JP, qui nous fait des détails à chaque fois de la météo, mais moi, la mienne de météo, elle est pas très jolie aujourd'hui, effectivement. On va retourner dans un petit café, on va retourner sur le boulot. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Tiens, je vais vous remettre le lien. Mais de ce que je vois, de ce que vous êtes aujourd'hui, je pense que vous connaissez déjà presque toutes et tous hein, le chemin vers ce Discord. Et puis, bah, si je dis pas de bêtises, semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc, ne soyez pas sages, amusez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Salut!